Quand on regarde l'interview du général Tiani, il pose la question du financement, la problématique du financement du terrorisme. Il y a un vrai débat qui peut être mené, mais qui nécessite des enquêtes sérieuses au niveau international, des enquêtes indépendantes pour pouvoir donner des réponses précises et attaquer ce mal qui fait tant de mal, je vais me répéter, aux populations. Qui finance, qui arme, c'est très important. Mais comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, dans les accusations, nous sommes toujours dans la même rhétorique. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est dans le viseur. On cite le Bénin, le Nigeria, et même la France également, et la CEDEAO, si on veut dire. Et c'est bien de faire un focus sur la réaction ivoirienne, justement. Dans cette vidéo, les chroniqueurs de NCI se penchent sur une crise diplomatique qui cristallise les tensions régionales en Afrique de l'Ouest. Le général Abdourahmane Tiani, chef de la transition au Niger, accuse la Côte d'Ivoire de soutenir des actions de déstabilisation en formant des agents subversifs sur son sol. Ces allégations, catégoriquement rejetées par les autorités ivoiriennes comme infondées et irresponsables, soulèvent des questions troublantes sur l'avenir des relations interafricaines. Cette discussion animée réunit Dr Niton Tawa-Prince, qui analyse ces accusations comme un outil politique pour consolider la position de la junte nigérienne. Madame Delors, journaliste, qui critique le choix des mots dans la réponse ivoirienne et ses implications diplomatiques. Dr Eddy Guipier, spécialiste des questions sécuritaires, qui rappelle les conséquences graves de ces divisions sur la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale. Les chroniqueurs explorent avec gravité ces interrogations. Ces accusations risquent-elles d'aggraver une fracture déjà béante entre le Niger et ses voisins ? Cette crise révèle-t-elle des failles plus profondes dans la gestion de la coopération régionale ? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre sur ce dossier complexe. Alors, je vais commencer avec vous, Dr Eddy Guipier, vous qui avez l'habitude de travailler sur les questions de sécurité. On a tous vu cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle le chef de la junte accuse les forces armées de Côte d'Ivoire de tentatives de déstabilisation, de former des déserteurs de l'armée nigérienne. Réaction à chaud? Alors, effectivement, c'est une surprise sans lettre, effectivement, parce que le chef de la junte nigérienne, le général Tiani, n'avait pas pris la parole depuis très longtemps. Il était à la différence, on va dire, du burkinabé et peut-être du malien. Et il y a une sorte de constante, on va dire, des pays de l'AES, d'attaquer systématiquement les pays voisins qui, eux, font toujours partie de la CEDEAO, qui, défalqués des États de l'AES, forment ce qu'on appelle les West African Coastal States, autrement dit les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une constante quand même. À un moment, au Burkina, c'était quasiment mensuel qu'on avait une attaque, des accusations, n'est-ce pas, vis-à-vis du régime ivoirien de déstabilisation, etc. Et là, dans cette interview, je crois qui a duré à peu près 1h30, le général Tiani a donné des détails qui font froid dans le dos et qui ont obligé, on va dire, les Ivoiriens. Le chef de l'armée, vous l'avez dit, l'armée a rompu avec son mutisme, la grande muette a rompu avec le mutisme pour mettre le pied dans le plat et répondre du tac au tac, comme on pourrait dire, au général Tiani. Alors, rappeler dans un premier temps que ces régimes sont frappés d'une sorte d'illégitimité, c'est-à-dire qu'ils sont issus de 2 coups d'État, qu'il s'agit justement de juntes. Ne pas oublier aussi le fait que ces juntes-là, les 3, on va dire, se sont engagés lors de ce qu'on appelle le plaidoyer pro domo, c'est-à-dire le discours qui va justifier un peu leur coup d'État, se sont engagés à restaurer la sécurité et à faire éloigner le spectre du djihadisme dans leurs pays respectifs, et qu'en l'espèce, la Côte d'Ivoire n'est concernée ni de près ni de loin par ces attaques. Je pense qu'il y a eu une réaction aussi directe. Vous voyez, le communiqué a été produit samedi, parce que les accusations étaient trop graves. L'armée ivoirienne, une de ses composantes, les forces spéciales, je rappelle que le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a commandé les forces spéciales, donc l'armée ivoirienne a voulu apporter une réponse directe, comme je l'ai dit, de militaire à militaire. C'est quelque part aussi dénier le statut de chef de l'État de ces derniers-là. Et de rappeler justement ces juntes-là leurs responsabilités, à leurs engagements quant aux questions sécuritaires qui sont, le chef d'état-major l'a dit, loin d'être accompli, abouti. D'accord. Aristide Nkenda, Dr Eddy Guipier a parlé d'accusations et on a tous entendu le général avec ses accusations, avec des précisions.
Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'il y a un fond de vérité, selon vous, dans ce qui est dit? Réaction? Pour répondre, Evelyne, je veux prendre un parallélisme. Si le général Tchiani est si renseigné que ça, et que du Niger, de Niamey où il arrive à avoir des informations à des milliers de kilomètres, comment est-ce qu'il fait pour ne pas avoir des informations autour de lui, puisque le communiqué est clair, les résultats attendus pour la lutte contre le terrorisme ne sont pas atteints. Comment est-ce qu'il fait pour être au courant de ce qui se passe à Abidjan? Et il donne des dates, et ces dates qu'il rappelle. À cette époque, nous sommes occupés à organiser donc, le défilé qui commémore l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et quelque part, on se pose aussi la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une forme de jalousie derrière? Parce que quand on voit ce que nous avons produit, nous sommes dans une constante montée en puissance de l'armée ivoirienne. Vous avez vu comment le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, ne ménage aucun effort pour donc fournir à l'armée et aux forces armées et à la gendarmerie nationale donc les moyens de travail et de vie corrects. Donc on se pose beaucoup de questions, et surtout que le chef d'état-major général des armées a précisé que c'est des propos mensongers qui n'ont aucun début de preuve. Donc nous sommes désolés de le dire. Il ne faut pas chercher la légitimité quand on est illégal et illégitime à travers donc la désinformation, qui est un gros danger en ce moment dans notre système mondial. C'est pas la première fois qu'un chef de junte accuse la Côte d'Ivoire de tentative de déstabilisation, mais on dira que c'est la première fois que l'armée ivoirienne réagit. D'après vous, pourquoi? Oui, parce que l'attaque est directe et les informations données paraissent très précises. Et en l'absence de réaction, on peut avoir le sentiment que ce qui a été dit est exact, alors qu'il me semble que ce n'est pas le cas. Il y a un narratif de ces trois pays-là que l'on connaît. Et il faut dire que l'interview du chef de la junte fait suite à une déclaration commune des trois pays. Et cette déclaration dénonçait le fait que la CEDEAO ait accordé 6 mois de plus pour négocier. Et elle dévoilait déjà un coup d'État et des tentatives de déstabilisation impliquant la France. Donc c'est ce narratif-là que lui, il a repris dans l'interview en citant à nouveau les pays mis en cause, et il était important de réagir et de dénoncer. Et l'armée ivoirienne a fait, au nom certainement de l'ensemble des forces armées, mais du gouvernement ivoirien, une réponse de l'institution parle à un militaire pour dire c'est une affaire militaire. Il se parle, puisque lui c'est un militaire qui est venu, qui était dans sa tenue, et aussi il est le chef d'une junte. C'est un coup d'État, il a fait. Donc les militaires se sont parlé, et je crois que c'est la même forme de réaction qu'il y a eu au niveau du Nigeria pour répondre aux mêmes accusations. Mais il faut dire que ça participe du conflit depuis maintenant 1 an. Ça avait déjà commencé un peu avec le Mali, après avec le Burkina, ça s'est renforcé avec le Niger. C'est les trois qui font ensemble ce genre de choses. Ce qu'il faut déplorer, c'est que si même c'était vrai, même si c'était vrai, il y a des canaux diplomatiques qui existent. Il y a des structures, peut-être pas la CEDEAO aujourd'hui. Pour vous, la télévision n'était pas indiquée? Mais il y a l'Union africaine qui existe. La Côte d'Ivoire est un représentant au Niger. Je suppose, un chargé d'affaires. La CEDEAO n'est plus leur interlocuteur. Il y a l'Union africaine et puis il y a l'ONU. Ils peuvent passer par ces instances-là, ils peuvent même saisir par tout moyen directement le président de la République, puisqu'il est l'autorité qui dirige de fait le Niger. Il a des possibilités pour dire « Excellence, monsieur le président de la République, vous pouvez ne pas être au courant, voici ce qui se passe. Ah oui, mais il n'en est rien. Et cela, je pense que ça fait... Vous savez, on peut, je ne sais pas s'il faut lui accorder la bonne foi ou pas, mais je dis que moi, je préfère m'en tenir à la réponse des 2 pays mis en cause et de toutes les entités mises en cause, et lier cela à la crise liée au changement non constitutionnel intervenu dans ces pays et aux positions de la CEDEAO, en particulier de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, par rapport à ce qui s'est passé dans ces pays-là. Docteur Neton Tawa. Merci Evelyne. J'ai bien écouté l'intervention de
de mes co-débatteurs. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent, mais je vais donc emboîter le pas pour dire que, en fait, la réaction du président, enfin, bon, pour être élégant, hein, voilà, du chef d'État du Niger s'inscrit dans un contexte, en fait, un contexte de recherche de légitimité. Et pour moi, c'est comme une sorte de passe d'âme entre les trois jeunes qui ouvrent le bal. C'est le Mali, avec la question de 49 soldats, et après, c'est le Burkina. Mais il ne fallait pas s'attendre à autre chose que le Niger entre on va dire, en scène. C'est simple. Voici 3 militaires qui ont fait des promesses de sécurité, et puis bon, qui savent qu'il y a une aspiration démocratique, soit à l'intérieur, mais aussi dans le contexte régional, et qui veulent, coûte que coûte, se maintenir au pouvoir. Et donc, pour eux, il faut trouver le bouc émissaire. Et donc, accuser la Côte d'Ivoire, c'est du pain béni. Se comparer donc aux autorités ivoiriennes, ça leur permet d'exister à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, dans le cadre de l'AES. Mais en quoi est-ce que ça leur permet d'exister, pour être factuel? Pour être factuel, mais écoutez, ce sont des autorités qui savent ou sont en recherche permanente de légitimité, ils le savent. Quand ils dorment, quand ils se réveillent, ils savent que à partir du moment où on parle d'assentiment populaire ou démocratique, il faut toujours pouvoir se réinventer. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je suis heureux que ce soit l'armée qui réponde. Ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Voilà. Et ça c'est un parallèle qu'il faut saisir. Et je pense que ça fait partie d'une démarche responsable de la part de nos autorités civiles qui ont d'autres choses à faire. On a la fête de fin d'année, oui, la fin d'année à sécuriser. Les Ivoiriens ont besoin de paix, de quiétude. Donc l'État ivoirien est au travail et s'en occupe et laisse justement le chef d'état-major, qui est très responsable, que mon collègue a bien défini tout à l'heure, avec toute son amada, répondre tranquillement, on va dire, à leur paix et laisser l'État ivoirien travailler. J'invite le Niger, le Niger, le Burkina et le Mali, à saisir l'occasion que la CEDEAO leur offre. On peut aller peut-être, on peut penser bien faire, mais à un moment donné, bon, il y a des canaux de discussion. Pourquoi ils n'empruntent pas ces canaux? C'est simple, parce que ces canaux ne sont pas populistes. Vous imaginez une rencontre ou bien un coup de fil entre le chef d'État du Niger et puis le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est possible. Je pense qu'il est élégant, il peut le recevoir, mais quel est l'effet dans la population? Aucun. C'est pour ça qu'ils choisissent ce canal pour pouvoir s'exprimer, pour dire à leur population qu'ils existent, mais je pense qu'elles savent qu'ils existent, mais elles savent surtout que ce sont des sociétés illégitimes. Peut-être que c'est pour ça qu'elles choisissent ces voix. D'accord. Nesmond, oui, sur la question, comme c'est la première fois que je m'exprime sur le plateau sur la question du Niger et de l'AES en général, j'ai une pensée émue et je voudrais en tout cas insister là-dessus à l'endroit des victimes du terrorisme, aussi bien au Niger, au Mali, au Burkina Faso, et aussi, même en Côte d'Ivoire, il y a eu des attaques par moment, et aussi une pensée pour toutes ces forces de l'ordre, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui sont au front contre le terrorisme. La question terroriste est une question importante qui ne devrait pas être banalisée ou bien utilisée à des fins politiciennes. Quand on regarde l'interview du général Tchiani, il pose la question du financement, la problématique du financement du terrorisme, qui est un vrai débat qui peut être mené, mais qui nécessite des enquêtes sérieuses au niveau international, des enquêtes indépendantes, pour pouvoir donner des réponses précises et attaquer ce mal qui fait tant de mal, je vais me répéter, aux populations, qui financent, qui arment, et c'est très important. Mais comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, dans les accusations, nous sommes toujours dans la même rhétorique. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est dans le viseur. On cite le Bénin, le Nigeria, et même la France également, et la CEDEAO, si on veut dire. Et c'est bien de faire un focus sur la réaction ivoirienne, justement. Parce que par moment, et même sur ce plateau que nous suivons, le silence des autorités ivoiriennes était parfois vu comme un silence coupable. Et aujourd'hui, il y a une sortie. Et moi, j'ai analysé justement ce communiqué de 2 paragraphes et de 18 lignes. On voit les tonalités qui s'entremêlent, les tonalités polémiques, mais aussi ironiques. Quand on regarde la première phrase du communiqué, on sent un agacement
une sorte d'exaspération, en tout cas, des autorités, je vais dire militaires ivoiriennes, donc le chef d'état-major des armées. Mais la dernière phrase ironique également qui dit pour l'heure, occupez-vous justement des questions. Donc cela montre justement l'absence d'élégance diplomatique, pas seulement dans ce communiqué, mais aussi dans les sorties. Absence d'élégance diplomatique de la part de part et d'autre, pas seulement dans ce communiqué qui est, je l'ai dit tout à l'heure, une exaspération en fait, mais aussi dans les propos du général Tiani, parce qu'on a pu voir également, mais de manière générale, l'absence d'élégance depuis ce processus entre les différents États qui sont, je vais dire, cités. C'est dommage parce que la Côte d'Ivoire et le Niger devraient s'entendre comme la Côte d'Ivoire et le Mali et le Burkina Faso pour le bien des populations. Quand on regarde les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Niger, concerne la question de l'agriculture, l'élevage, le transport. Et je pense que le Niger est encore membre de l'UEMOA et du Conseil de l'Entente, même s'ils sont sortis de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire exporte des produits manufacturés, des produits alimentaires, du matériel de construction et importe du bétail et de l'oignon du Niger. On a une forte population du Niger en Côte d'Ivoire. Donc il est important dans les attitudes des uns et des autres de rassurer les acteurs de toutes ces chaînes-là quant à la vitalité de leur commerce, mais également ces populations. Je vais finir, mais permettez-moi, je ne viens pas tous les jours. Il faut qu'on aille au-delà de tout cela. Oui, au-delà de tout cela, il faut voir le théâtre politique et géopolitique, justement. Abidjan, qui est vu comme Abidjan qui est vu comme partenaire de la France, et il faut surfer sur la France pour avoir aussi, je vais dire, pion au niveau des différents États, là, la question du Sahel, justement. Il y a la polarisation, et c'est dommage, de notre région occidentale, en Afrique, qui est polarisée entre les pro-russes, comme on peut le voir dans les manifestations, et on pense que d'un côté, il y a des pro-français. Donc finalement, on a le sentiment que se joue dans notre région le jeu des intérêts autres que nos propres intérêts. Il est temps que nos États pensent à leur propre population, à leurs propres intérêts et arrêtent de jouer justement les jeux de la communauté. Et ce n'est que le premier tour de parole, donc ne vous faites pas, vous aurez l'occasion de développer vos autres points parce que je vois que vous avez beaucoup de points. Oui, finalement, docteur Eddy, sur la question de l'élégance, du manque d'élégance dont elle parle dans ce courrier, dans ce communiqué des forces armées de Côte d'Ivoire, et c'est un sentiment que vous partagez. D'une part, on avait une accusation, de l'autre part, on avait simplement une réponse qui dit on se concentre sur nos objectifs, sur ce qui est important, et on vous demande de faire de même. Oui, moi je ne trouve pas de manque d'élégance, je vois beaucoup de modération et de tempérance. Lorsqu'on lit les premières lignes, on dit « a cru devoir dans une interview se répandre dans une série de récriminations ». Ce qu'il faut voir, c'est vraiment beaucoup de modération et de tempérance, je pense. Parce que avant même la déclaration du chef de l'État nigérien, j'avais été déjà choqué par le communiqué qui avait suivi la rencontre de la CEDEAO, où les chefs de la CEDEAO, les chefs d'État membres de la CEDEAO avaient donné un délai sursitaire, on va dire, pour laisser le temps de la réflexion, puisque partir est aisé, mais revenir est quand même compliqué. Le Mali l'a déjà expérimenté il y a quelque temps. Et donc, le communiqué m'avait quand même choqué. Parce que, effectivement, on peut reprocher à d'aucuns d'avoir la fougue de la jeunesse, mais je pense qu'ils sont entourés quand même d'une sorte de beaucoup de conseillers qui peuvent, on va dire, polisser leurs propos. Le communiqué avait été dur envers les États de la CEDEAO, les États restants, États côtiers finalement, de l'Afrique de l'Ouest. On les avait accusés d'être des puissances serviles vis-à-vis de la France, etc. Je pense que c'est des choses qui ne se font pas et qui ne se disent pas. Aux antipodes de ces communiqués, on va dire au demeurant, comment dirais-je, avec des charges assez incendiaires, il y a une déclaration, on peut le dire, il suffit de lire le communiqué, il est sous nos yeux, qui est responsable et qui est modéré. Le chef d'État prend la parole, le chef d'état-major général des armées prend la parole en tant que militaire, en tant que premier responsable des forces armées de Côte d'Ivoire, mais aussi en tant qu'ancien chef de corps des forces spéciales. Quand même, il a à défendre, il a à cœur de défendre l'honneur de ses troupes et de reconstituer, on va dire, l'essentiel, dans une sorte d'analyse du discours, l'essentiel de la trame du discours du chef de l'État, du général Tiani, en disant il n'y a pas un début de preuve. Ce sont des accusations qui sont gratuites et qui
corrobore, on pourrait le dire, une sorte d'atmosphère de paranoïa. Je vous l'avais dit au Burkina, c'était quasiment une tentative de coup d'État venant de la Côte d'Ivoire mensuellement. Et comme le disait mon cher collègue, on avait vraiment l'impression que pour ameuter, rameuter, rassembler les troupes, les jeunes qui les suivent, on a besoin justement de nourrir cette population-là avec, on va dire, un ennemi, c'est la fabrique de l'ennemi, fabriquer un ennemi fictif et imaginaire, et puis, comment dirais-je, et puis bien entendu accuser comment dirais-je, à tout va. Moi, je pense qu'effectivement, la dernière fois, le chef de l'État du Burkina avait aussi donné des détails aussi, somme toute, mais il n'y a rien eu par la suite. Il n'y a pas eu d'instruction judiciaire, il n'y a pas eu de début de preuve qui a été porté. Il avait attaqué cette fois-ci le Bénin en disant qu'à la frontière béninoise, à quelques kilomètres que ça, avec des détails superfétatoires, hein, qu'il y avait des forces qui étaient entraînées. Tout ce que, on va dire, l'opinion peut demander, c'est un début de preuve, au lieu d'attaques et de jugements gratuits. Il avait promis des preuves. Et qui ne sont toujours pas venus. On attend toujours. Voilà, qu'on attend toujours. Et la déclaration de notre chef d'état-major général des armées, pour moi, la plus mesurée possible, comme je l'ai dit, s'adresse de militaire à militaire. Il laisse les autorités ivoiriennes, comme l'a dit mon cher collègue, occupées à faire autre chose qu'à répondre tous les mois à des jeunes sans légitimité. Et par la suite, les rappeler justement à leur mettre le miroir de leur propre déclaration. Qu'est-ce que vous avez dit à ces populations-là? Lorsque vous êtes venus, vous avez invoqué deux choses. Parce que n'oublions pas qu'ils ont balayé des régimes démocratiques. En tout cas démocratiquement installés. Et donc, de dire que nous sommes venus parce que le régime était fragile, faible, il ne pouvait pas lutter activement et efficacement contre les djihadistes. Nous, militaires des forces spéciales, pour ce qui concerne, comment dirais-je, le désormais général d'armée, comment il s'appelle, Assimi Goïta, nous, militaires, pouvons lutter efficacement, mieux que les politiques en tout cas. Nous nous installons pour une période réduite, déterminé pour régler la situation. Aujourd'hui, effectivement, le chef d'état-major rappelle, comme l'a dit ma chère collègue, de façon ironique, que les objectifs sont très loin d'être atteints. Petite preuve en plus, pour ajouter, comment dirais-je, des éléments de preuve qui vont corroborer les dires de notre chef d'état-major général des armées. Il y a eu une attaque il y a quelques jours au Niger où les troupes ont essuyé de lourdes pertes, je pense une centaine de morts. Donc leur ramener, on va dire, ce miroir-là pour leur dire que vous avez mieux à faire et nous aussi en l'espèce. Les très chers collègues qui veulent réagir rapidement avant de donner la parole. En fait, cette vidéo a révélé les multiples facettes d'un conflit diplomatique qui dépasse les simples accusations pour poser des questions fondamentales sur l'unité régionale et les priorités des dirigeants africains. Les chroniqueurs ont mis en lumière les contradictions dans les positions des deux camps. Dr Niton Tawa Prince a exposé le rôle potentiellement stratégique de ces accusations, tandis que Madame Delors a souligné l'importance d'une gestion diplomatique qui privilégie le dialogue. Dr Eddy Guipier a, quant à lui, insisté sur l'urgence de dépasser ces rivalités internes pour concentrer les efforts sur la lutte contre un ennemi commun, le terrorisme. Au-delà des tensions immédiates, cette crise met en évidence un défi plus large. Comment les États africains peuvent-ils renforcer leur coopération pour contrer les pressions externes et relever les défis sécuritaires? Les réponses à ces questions détermineront l'avenir de la région. En conclusion, les chroniqueurs appellent à un sursaut de responsabilité collective, car si les divisions persistent, elles ne feront que renforcer les forces qui cherchent à affaiblir l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble.